messieurs, dames, bonjour. Merci d'être présents. L'assistance est assez impressionnante. Je voulais remercier aussi M. Autret d'avoir dit que la liste des certifiés était dans l'ordre phonétique. L'intention était sympathique. Bref, le but de ma présentation, comme il a été annoncé, c'est effectivement de parler des différentes entités, des différentes sociétés qui sont concernées par PCI DSS et de quelle manière ils sont concernés. Donc, juste en petite introduction, et c'est la dernière fois que je parlerai de Verizon. Donc, je suis responsable de l'entité GRC France, je suis auditeur, et à ce titre, donc, avec mon équipe, on a acquis une certaine expérience de l'ensemble des acteurs que l'on a pu côtoyer dans le cadre de PCI DSS. Et c'est au travers de cette expérience et de cette expertise que je voulais vous présenter ce qu'il en était plus précisément. Un petit rappel par rapport à des éléments qui ont été donnés précédemment par M. Autret. Voilà un petit schéma qui représente quelque chose qu'on considère important et qu'on va retrouver tout le long de ces transparents et des différentes présentations. C'est la relation qui existe entre ces différents acteurs. Les marchands qui sont concernés par l'utilisation de la carte bancaire, eux, ils ont une relation directe avec leur banque et c'est leur banque qui gère leur conformité. Les PSP, les tiers de paiement, eux, sont directement en relation avec les réseaux. Donc pour ces deux types d'acteurs, nous avons déjà des relations vis-à-vis de PCI DSS qui sont différentes. Mais ce qui est important aussi, et que l'on voit en bas à droite, c'est effectivement tous ces autres acteurs qui interviennent dans les paiements d'une manière directe ou indirecte, et qui, eux, ont une relation non pas nécessairement contractuelle, mais ne serait-ce qu'une pression commerciale pour prendre en compte PCI DSS dans leur activité et être certifiés ou non. Tout est la question, en l'occurrence, pour eux. Commençons par les marchands. Donc, la conformité vis-à-vis de PCI DSS, comme je disais tout à l'heure, comme la relation est avec la banque du marchand, avec son acquéreur, eh bien, c'est typiquement le marchand c'est la banque qui va définir le niveau, ce qu'on appelle le niveau de marchand, c'est-à-dire s'il est soumis à audit ou pas. Et c'est la banque, l'acquéreur, qui va être responsable de cette conformité. À partir du moment où la banque a annoncé ouvertement qu'un marchand était de tel niveau au réseau, eh bien la banque a pour responsabilité de suivre cette conformité et d'en tenir les réseaux informés. Donc, comme il est indiqué, le niveau de marchand, c'est ce qui impose la certification. Vous êtes niveau 1, vous êtes tenu à être un audit par une entité tierce, sinon vous pouvez faire votre propre self-assessment. Et donc la conformité est une contrainte pour tous ces marchands, parce que la banque leur demande de faire un statut, et elle a un coût. Alors j'indique ici, il y a sécurité versus conformité, parce que, et on le verra aussi tout le long de cette présentation, on parle beaucoup de la sécurité de la carte bancaire, mais avant tout un audit, c'est l'évaluation d'une conformité par rapport à ce standard-là. Et on a eu beaucoup de discussions avec nos clients, mais je le fais de manière sécurisée. Oui, nous ne sommes pas là pour juger la sécurité, nous sommes là pour évaluer la conformité de votre infrastructure par rapport à des règles qui ont été édictées par ces réseaux. Bien entendu, le but final étant d'assurer un niveau de sécurité conforme aux exigences de ces réseaux. Mais ce sont bien entendu deux choses bien différentes. Donc, nous ne faisons pas de jugement de valeur, nous évaluons par rapport à ce standard-là. Comme il y a des obligations réglementaires, comme l'a rappelé M. Autret, eh bien, ces obligations réglementaires peuvent être un levier pour les entreprises pour pousser en interne un certain nombre d'évolutions de sécurité, de nouveaux chantiers, pour pouvoir respecter ces réglementations. Donc ça peut débloquer des budgets. Et puis, PCI DSS, ce n'est pas uniquement du technique. Il y a beaucoup de choses qui sont liées à l'activité au jour le jour des entreprises
des différents acteurs dans leur gestion de la carte bancaire, et à ce titre, elle a, j'allais dire presque pour vertu, de rapprocher les gens du métier du gens du technique, puisque pour résoudre le problème de la conformité à PCI DSS, il faut que tout le monde travaille main dans la main. Alors, il a déjà été dit tout à l'heure, PCI DSS cible avant tout un certain nombre d'acteurs sur le marché. On a parlé du e-commerce. Bien entendu, le e-commerce est vraiment aujourd'hui ce qu'il y a de plus sensible en termes de paiement, mais c'est quand même un domaine d'activité qui est assez nouveau et pour lequel la sécurité IT, la sécurité du système d'information, est assez bien développée. D'autres secteurs sensibles, on a parlé de l'hôtellerie tout à l'heure. Il y a un autre exemple intéressant, c'est tout ce qui est fait autour des autoroutes, qui a des contraintes très spécifiques, c'est à la fois respecter des débits, mais aussi les montants sont en général très petits. Donc pourquoi mettre en œuvre toute une série de mesures très complexes si effectivement c'est juste pour des petites valeurs, des petites transactions qui sont faites. Seulement le nombre est très très important et c'est un exercice qui a donné lieu justement à un regroupement de l'ensemble des acteurs que sont les autoroutes, les équipementiers, les réseaux, les banques, pour trouver une solution qui soit viable et qui corresponde aux exigences de PCI DSS. Monsieur Autrey a aussi, on a parlé à l'instant, ce qui est très compliqué aussi avec les marchands, c'est qu'on a plein de structures de marchands différentes, avec des choses qui peuvent, des organisations qui peuvent être très complexes, franchises, filiales, multi-acquéreurs, tout cela fait que résoudre la problématique de la conformité à PCI DSS n'est pas simple, parce qu'il faut prendre le problème par le bon bout, et à savoir qui est redevable de quoi vis-à-vis de ce standard. Et donc, nous, en tant que QSA, on est là aussi pour aider nos clients marchands à identifier qui doit faire quoi pour répondre à cette problématique-là. Autre acteur fondamental, on en a parlé aussi, les PSP, donc les Payment Service Providers. Eux, ils sont en direct avec les réseaux. Et ils ont des contraintes différentes. C'est-à-dire, une d'entre elles, c'est qu'aujourd'hui, il est interdit de contractualiser avec un PSP s'il n'est pas certifié PCI DSS. Donc aujourd'hui, les PSP, c'est leur cœur de métier de gérer la carte bancaire. Ils sont sous les projecteurs vis-à-vis des réseaux. Et à ce titre, ils ont obligation d'être certifiés. Sinon, ils ne peuvent plus faire d'activité. Les principales difficultés que les PSP rencontrent aujourd'hui, le premier, c'est qu'un PSP n'a en général pas qu'un seul service. En général, il offre de l'émission, de l'acquisition, différents sites web pour traiter les transactions qui ont été réalisées. En général, les PSP ont de grands nombres de systèmes qui sont souvent séparés, mais pas nécessairement. Et il est très difficile de pouvoir gérer la conformité dans l'ensemble. Et souvent, il nous est demandé de travailler par morceaux, ce qui, vis-à-vis de PCI DSS en tant que standard, pose un problème puisque la conformité est liée à une entité. Donc, en termes d'architecture complexe, avec des problématiques de disponibilité, c'est-à-dire qu'il faut que le nombre de transactions, ça débite, sinon le métier ne fonctionne pas. Des bases de données très larges, je prends par exemple le TripleDES pour ceux qui implémentent des serveurs ACS, ce sont des bases de données très importantes. Des solutions techniques qui ont leurs limitations, tout ça fait que l'audit, la mise en conformité des PSP est relativement compliquée. Et là encore, on se retrouve face à la problématique de la sécurité versus conformité, c'est-à-dire qu'ils font en général bien leur travail, mais sur certains points, c'est difficile parce que leur métier fait que il est difficile de répondre à la conformité directement. Et prend toute son importance une notion que vous avez certainement déjà rencontrée, qui est la mesure compensatoire, et qui est un des moyens de répondre à l'exigence sans tout casser au sein de leur système pour répondre à PCI DSS. Les banques, autre acteur, bien entendu, fondamental de PCI DSS, ils n'ont pas d'obligation de certification aujourd'hui, contrairement aux autres acteurs que l'on a cités. Par contre, ils ont quand même une obligation morale de conformité. Pour elles,
demander à ce que leurs marchands soient conformes et ne rien faire de leur côté n'est pas forcément très politiquement correct. Donc c'est un devoir vis-à-vis des marchands, mais la Banque de France n'en reste pas là. Elle a quand même demandé aux banques de montrer patte blanche sur ce sujet-là. Donc aujourd'hui, les banques, même si le PCI Council ne leur impose rien directement, eh bien le marché fait qu'elles s'y sont mis avec, pour certains, des programmes de refonte, en général des grands projets d'analyse d'écart pour identifier le delta avec les exigences PCI DSS, et beaucoup d'entre elles sont actuellement accompagnées par des QSA dans des grands plans de mise en conformité. Alors, elles ont quelques contraintes un peu spécifiques. D'abord, la banque, le numéro de carte bancaire, il est partout. S'il y a bien une entité, un acteur sur le marché qui gère le numéro de carte bancaire comme clé primaire de l'ensemble de leur activité, c'est bien les banques. Et donc, ils se retrouvent confrontés à des périmètres d'applicabilité du standard qui sont gigantesques. Ce sont en plus des systèmes hétérogènes. Les banques, ça fait quand même quelques années qu'elles gèrent les numéros de carte bancaire, donc il y a un historique. Il y a aussi la problématique de la disponibilité. Effectivement, les systèmes monétiques doivent réagir au quart de tour. Si un système monétique d'une banque tombe, une bonne partie de l'activité en France s'arrête. Et comme ce sont des systèmes très anciens, eh bien on a, j'allais dire, presque de tout et de n'importe quoi, mais avec des systèmes largement compliqués comme les mainframes, des systèmes à haute disponibilité comme HP Desktop, de vieux langages de programmation. Tout ça fait que, pour un standard qui est, j'allais dire, plutôt récent dans le domaine de l'IT, l'ensemble des exigences PCI DSS ont du mal à s'appliquer dans le domaine bancaire. Ceci dit, toujours sécurité versus conformité. Là aussi, dans les banques, ça fait quand même quelques années qu'on a pris la sécurité à bras-le-corps sur la donnée bancaire et on n'a pas de leçon, nous, en tant que QSA, à leur donner sur ce sujet-là. Ceci dit, nous sommes là pour les accompagner à respecter une règle qui a été édictée par les réseaux. Et alors, tous les autres. Donc, on a parlé des marchands, on a parlé des PSP, des banques. Eh bien, c'est tous ceux qui interviennent de près ou de loin dans la gestion de la carte bancaire. Ça va de la supervision à l'archivage, des entités chez qui sont externalisées des bandes de sauvegarde sont dans le périmètre. Parfois, le service est effectivement très limité, juste la sauvegarde, l'archivage d'une bande à l'extérieur. Et c'est une obligation par ricochet. L'exigence 12.8 ou l'ensemble des exigences 12.8 qui gèrent la relation contractuelle entre les différents acteurs qui manipulent la carte bancaire, eh bien, prend toute son importance dans ce domaine-là. Et comme on l'a évoqué dans l'hôtellerie, il y a un phénomène en cascade où d'acteur en acteur, il y a un transfert de cette responsabilité sur la gestion de la carte bancaire qui est important et qui n'est pas à négliger. L'idée derrière, c'est que si chez l'un de ces acteurs, il y a une compromission, vous pouvez être tenu responsable pour ne pas avoir suivi leur conformité et ne pas être au courant que des failles pouvaient exister chez eux. Donc, la stratégie de certification de ces entités-là, quelle peut-elle être? Eh bien, certifiée ou pas certifiée. Pour un acteur qui aurait éventuellement qu'un seul client, se faire certifier et rentrer dans une démarche de certification n'est peut-être pas une bonne idée. Par contre, c'est effectivement un argument commercial très fort dans un marché presque de niche sur certains pour dire « moi je suis conforme, j'ai fait l'ensemble des démarches auprès d'auditeurs, j'ai fait des déclarations auprès des banques avec lesquelles je travaille, je montre que je manipule correctement le numéro de carte bancaire, et c'est un argument commercial majeur vis-à-vis d'autres entreprises dans le même domaine d'activité. Donc pour toutes ces entités-là, elles n'ont pas d'obligation de certification. En revanche, au travers du chapitre 12.8, des exigences 12.8, elles doivent avoir une relation contractuelle avec le marchand ou le PSP qui est lui concerné, dans lequel elles s'engagent à gérer la donnée conformément à PCI DSS.
Alors, l'épreuve de l'audit, effectivement, l'audit, c'est 280 exigences, c'est environ 900 points de contrôle. Il suffit qu'il n'y en ait qu'un seul qui ne soit pas conforme, et à ce moment-là, vous ne pouvez pas être certifié. C'est donc un exercice de style très compliqué, et tout à l'heure, on vous parlera de réduction de périmètre. Plus le périmètre est grand, plus le risque d'une non-conformité le jour de l'audit est important. Alors, je réinsiste dessus, le QSA, lui, il évalue. C'est le réseau qui certifie. Donc là aussi, communément, il y a une mésinterprétation du rôle du QSA. Nous ne sommes pas là pour juger de la sécurité, nous ne sommes pas là pour vous certifier, nous sommes là pour faire un constat de votre conformité par rapport à des exigences qui ont été édictées. Ce qui veut dire qu'en théorie, ce qui n'est pour l'instant nous est jamais arrivé, c'est qu'un auditeur qui présente un rapport de conformité, Report on Compliance, pourrait le voir se faire refuser par Visa ou Mastercard le jour de sa présentation. Mais c'est Visa et Mastercard qui donnent son tampon et qui fait cette certification. Donc le QSA, lui, quel est son rôle? Eh bien, il assure le lien entre la réalité du métier et les attentes des réseaux. Il est au plus proche de ses clients, de ses commerçants, de ses PSP, et c'est lui qui va faire la traduction de la réalité vis-à-vis de chacune des exigences. Comme je disais, il ne fait pas de jugement de valeur, mais ça reste le meilleur avocat pour défendre son client vis-à-vis du réseau si c'est un PSP ou vis-à-vis de sa banque s'il s'agit d'un marchand. Typiquement, le meilleur exemple, c'est la mesure compensatoire. La mesure compensatoire est effectivement un moyen, comme je disais tout à l'heure, de répondre à une exigence de manière indirecte. Si le QSA accepte une mesure compensatoire, c'est lui qui doit la défendre auprès du destinataire du rapport. Et donc il y a une relation de confiance très importante à établir entre le QSA et son client pour que ce genre de sujet soit convaincant, que le QSA soit convaincu et qu'il puisse le présenter et le défendre. Donc l'audit, c'est toujours un enjeu, c'est toujours quelque chose de critique. Comme je disais, il suffit de 3 fois rien pour qu'il n'y ait pas la certification. Mais une fois qu'on a bien préparé l'audit avec un périmètre bien établi, avec une stratégie de mise en conformité rodée, avec des validations préalables, on a tous les atouts, le QSA et son client, ils ont tous les deux tous les atouts pour une certification, j'allais dire presque sans douleur, parce que ça reste un exercice compliqué. Ce qui me vient à dire comment bien choisir son QSA. Eh bien, opter pour un accompagnement jusqu'à l'audit. Une des particularités de PCI DSS par rapport à d'autres standards, c'est que celui qui accompagne peut être celui qui audite. Ce n'est pas le cas en ISO 27001, mais dans le cadre de PCI, c'est même conseillé, typiquement pour ces histoires de mesures compensatoires. Le rôle du QSA va être fondamental sur la validation et la réduction du périmètre. À PCI Paris, j'ai eu l'occasion effectivement de parler de ce sujet-là et comme quoi la réduction du périmètre coûte que coûte n'était pas nécessairement la meilleure solution. Mais cette définition et cette réduction du périmètre, c'est déjà 50% du projet. Une fois qu'on a les choses bien claires et qu'on sait dans quelle direction on part, eh bien, on a fait l'analyse entre coûts et risques vis-à-vis de la conformité et on est sur de bons rails pour arriver jusqu'à la certification. Et puis, il va y avoir un conseil sur toute la mise en œuvre, l'interprétation. J'aime bien le terme démystification, parce qu'il y a de temps en temps des peurs liées à PC16. On ne va jamais y arriver, c'est trop compliqué, pourquoi je fais trop bien la sécurité, c'est pas... Non, prenons les choses simplement, prenons les exigences les unes après les autres. Vous faites déjà naturellement plus de 90% de ce qui est demandé dans le cadre d'un audit. Ça fait partie, pour tous ceux qui sont dans la sécurité, de votre métier au jour le jour. Donc ce n'est pas non plus quelque chose d'insurmontable, simplement il faut le formaliser. Et une des choses qui manque le plus souvent avec ce standard, c'est on fait ce qui est écrit et on a écrit ce que l'on fait. Et souvent ce qui manque, c'est cette deuxième partie-là, tout n'est pas forcément écrit. Bref, ce n'est pas
non plus quelque chose d'insurmontable, et le QSA est là pour vous accompagner et vous mettre dans la bonne direction. Et puis le QSA, en général, il en a vu d'autres. Il a déjà côtoyé d'autres marchands comme vous, d'autres PSP comme vous, d'autres tiers. Il a donc une certaine expérience de ce qui a été fait, ce qui a été validé, ce qui a été accepté par les réseaux. Il a donc une certaine expérience en termes d'architecture, et puis il a aussi, bien entendu, vu justement toute cette complexité de relations entre les tiers et entre les acteurs. Qu'est-ce qu'apporte d'autre le QSA pour un candidat à la certification? Mais pas nécessairement. Vous pouvez vous faire accompagner par un QSA simplement pour évaluer votre conformité et vous mettre aux normes sans nécessairement aller jusqu'à la certification. Eh bien, il va vous aider à travailler sur votre stratégie de mise en conformité. Donc, justement, audit ou simplement conformité, externalisation, Solucom en parlera juste après, ou mise en conformité du système actuel. Des problèmes peuvent se poser sur le fait qu'on va perdre ou pas une certaine expertise liée à cette externalisation. Et puis aussi la gestion d'organisations complexes. Un des exemples, c'est que fait-on quand on a des filiales, que fait-on quand on est franchisé, qui porte la responsabilité PCI. Tout ça est lié, tout ça se décide autour des infrastructures mises en œuvre, autour des relations contractuelles entre franchisés, maisons mères, entre filiales, etc. Plein de cas de figure existent et c'est vrai que les QSA, de par son expérience, peut apporter cette vision et les solutions pour gérer au mieux la conformité des différents acteurs. C'est lui aussi qui pourra être votre interlocuteur pour les banques dans le cas des marchands, typiquement pour travailler avec les banques sur quel est le niveau du marchand dont il s'agit. Dans le cas des PSP, eh bien, pouvoir communiquer auprès des réseaux dans des infrastructures complexes pour dire nous allons travailler dans ce sens-là, on va commencer par cet aspect-là, puis on va suivre par celui-là. Tout ça est quelque chose qui est accepté et admis par les réseaux. Donc voilà, les QSA, ils vont pouvoir faire le lien entre vous, entre votre métier et les donneurs d'ordre, si je puis dire, c'est-à-dire les banques ou les réseaux. Voilà, donc juste en conclusion, juste une rapide présentation de l'ensemble des acteurs qui existent et qui sont concernés par PCI DSS, leurs contraintes, leurs difficultés. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous remercie.